Et à 56, on sera avec tout le monde à 56, d'accord. C'est parce qu'on est obligé, comme on a fait partir le film un peu plus tôt pour certains, mais on aimerait en même temps avoir vos réponses pour tout le monde. Donc les réponses, c'est pour 56. Donc je te laisse Ouais. faire, Cathy, où tu me dis, hein, vraiment. Alors, écoutez, bonjour à tous et puis bienvenue en ce dimanche ensoleillé chez nous sur Toulouse en tout cas, pour cette dernière après-midi du On fait festival. partir le film un peu plus tôt pour certains, mais on aimerait en même temps avoir vos Et réponses pour tout le monde. Donc les réponses, c'est pour on 56. va donc on a déjà eu une bonne partie du festival qui a eu lieu, Alors, qui est écoutez, bonjour passé, à tous et puis et bienvenue on en a, ce dimanche ensoleillé chez nous j'ai un retour là qui est assez, pour cette dernière. qui c'est qui est connecté? J'ai un retour qui est assez gênant. Oui, donc pour vous dire qu'on a déjà reçu beaucoup de monde, on a eu déjà beaucoup de projections qui étaient aussi passionnantes les unes que les autres et aussi et très diversifiées. On est parti à 5300 mètres avec une équipe de médecins. On est parti avec une personne handicapée dans le Mustang. On est parti dans des contrées extraordinaires, à la rencontre de peuples extraordinaires. On a visionné des tas des rencontres extraordinaires, comme j'ai déjà dit. Et je vous rappelle aussi que nos explorateurs sont des écrivains, pour la plupart, et que vous pouvez retrouver leurs livres dans toutes les bonnes librairies et que vous pouvez les commander sur le site du festival en cliquant sur la librairie et vous tombez sur la librairie Ombre Blanche qui vous l'enverra directement chez vous. Voilà. Olivier, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le passé, Écoutez, les bonjour événements à qui se toutes et à sont tous, passés? hein, aux visiteurs. Merci Cathy. Et on peut encore dialoguer comme cela de 3 minutes avant qu'on ait tout le monde en ligne. Mais moi, je suis ravi Exactement. de pouvoir présenter les invités aujourd'hui. Hein. Je vais vous les présenter dans un instant. Et puis, deuxièmement, d'avoir pu animer ces échanges, projeter accessoirement deux de mes films hein, sur le Mustang, l'Himalaya que tu mentionnais, et puis les carnets de route mexicains. Mais je trouve que c'était pour les invités, les participants, les intervenants que j'ai pu rencontrer, une très belle édition du festival. C'est bravo encore à toute l'équipe, Festival Terre d'ailleurs, qui mélange les genres avec des ethnologues, des explorateurs, des grands voyageurs, des documentaristes, des réalisateurs, des écrivains. Mais je pense qu'on a tous une passion au cœur. Hein. C'est celle du film qu'on vient de voir, Ouch, et on va démarrer le débat dans 1 à 2 minutes. Et c'est l'aventure humaine, en fait. Il y a une sorte de vision du monde, de regard chaleureux sur les autres, aller voir et revenir pour montrer, pour quelquefois démontrer, quelquefois aussi pour dénoncer. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai plein de questions hein, pour Maxime et Jean-Michel et Joëlma, si on arrive à l'avoir en ligne depuis Sao Paulo au Brésil. Et en tout cas, voilà, moi, je pense qu'il y a une unité, comme on dit dans les festivals, une ligne éditoriale grâce à Cathy Desplat, mais toute l'équipe de Terre d'ailleurs, de Délire d'Angle, de l'association donc et du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, qui était représentant encore hier avec Francis Duranton, donc son directeur. Et voilà, je trouve que c'est une belle édition encore. Pourquoi? Parce que on est bien sûr en France ici en situation confinée, et le fait de pouvoir échanger, de pouvoir montrer, de pouvoir dialoguer avec vous le public. Et voilà, nous aussi nous sommes membres du public, et c'est bien qu'on puisse continuer à avoir des projets, à s'évader, à échanger. Quand je dis s'évader, c'est dans le bon sens du terme aussi. Hein. C'est aussi pour essayer de voir le monde autrement. Donc voilà, écoutez, bravo à tous et encore Et de belles il suites de faut savoir, festivals. et il faut savoir que pour arriver à vous accueillir comme ça tous autour de nous et avoir pu monter ce festival entièrement en ligne, c'est toute une équipe qui a œuvré. Et bien qu'on ne les voit pas, il y a les petites mains derrière qui sont très importantes. Et derrière le logo Terre d'ailleurs se cache Jade. Tu te montres Jade? Voilà, qui nous permet d'avoir ce direct aujourd'hui. Merci Jade. Voilà. Donc, je vais vous laisser et je vous retrouve après. Et en espérant que Joëlma va pouvoir nous rejoindre. Très bien. Écoutez, À tout à l'heure.
Bonjour à nouveau, à tout à l'heure Cathy, et puis bravo encore pour ce très très beau film, hein, donc à Maxime Leblanc et Jean-Michel Lesault, pardon, que vous voyez sur l'écran. Voilà, il est revenu absolument. Et alors je vous présente brièvement, hein, pour ce très beau film Ouch Ouch, vous avez compris qu'on le prononçait ainsi. Et moi j'ai plein de questions encore une fois. Et alors, on va commencer par Jean-Michel. Donc, vous êtes diplômé d'une maîtrise d'information. Ça fait quand même 20 ans que vous faites de la réalisation, des documentaires au long cours, un peu partout dans le monde, hein, pour différentes chaînes de télévision, France 5, Canal+, Arte, etc., et France 2. Et puis, je crois qu'il y a quand même une ligne là aussi éditoriale dans vos films, hein. C'est aussi la passion de l'autre, la passion du voyage, la passion de montrer aussi des peuples premiers, comme on dit maintenant, hein, ou des peuples traditionnels, et bien sûr dans ce film en particulier. Maxime Leblanc, donc, qui est lui diplômé master réalisation documentaire à Paris 8, hein, vous vous intéressez beaucoup aux questions de société, mais il y a aussi une passion pour l'anthropologie, là aussi ça traverse ce film, hein, l'ethnologie participante avec différents axes, et vous avez fait différents films, donc, sans de la fiction ou documentaire. Et pour moi, il y a des frontières assez floues, on va dire, entre le réel et la fiction, que ce soit en littérature, puisque c'est aussi un festival de livres ici, tard d'ailleurs, qu'en documentaire ou en cinéma. Quelquefois, la fiction nous renseigne davantage sur le réel que le document, que l'archive et le fait interprété. Donc voilà, bravo à tous les deux. Alors, je vois qu'on est avec Jean-François Caroff. Est-ce qu'on peut avoir Joëlma en ligne ou pas? Alors, est-ce qu'on a des nouvelles du Brésil? Bah, ça fait 1 heure que j'essaye de les joindre. Bonjour. Bonjour. Elle est avec des amis et là-bas, il est 10h30. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font, pourquoi ils n'ont pas. Parce que c'était bien sur la feuille de route du voyage, elle a pas mal de choses à faire. D'accord. Bah, écoutez, Et j'ai ce qu'on appelé va faire, sur on va WhatsApp sur les coups de regarder. fil. Donc, je suis quand même là si je peux répondre à des questions et j'espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre. Mais D'accord. je commence un peu à désespérer, quoi, D'accord. malheureusement. Écoutez, on va voir, on va improviser comme on dit. Alors, bah, moi, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je signale bien sûr aux visiteurs, aux spectateurs, qui j'espère sont très nombreux aujourd'hui. On a eu des retours assez incroyables, on a eu des visionnages ces derniers jours, parce que le festival a commencé mercredi en Afghanistan, aux États-Unis, au Mexique. Donc voilà, on est regardé dans le monde entier. Et c'est peut-être l'avantage de ce festival en ligne, puisque nous ne sommes pas en présence, hein, et dommage, parce que c'est un festival extrêmement chaleureux, mais la chaleur humaine est là quand même, grâce à vous, grâce à vos films. Et puis, ça nous permet justement d'avoir peut-être d'autres spectateurs de par le monde. Alors, je signale tout de suite justement aux spectateurs qu'il faut absolument poser des questions à Jean-Michel et à Maxime, hein. Vous mettez vos questions donc sur l'onglet Converser et elles me sont transmises et ils vous répondront bien sûr tout de suite. Alors, moi j'ai plein de questions. D'abord, c'est un film très beau, hein, c'est un film fort, je trouve, qui est filmé, tourné avec beaucoup de pudeur. Bravo, hein, vous allez me dire comment vous avez fait tout à l'heure techniquement, parce que j'ai des questions très très précises. Et puis, deuxièmement, Joëlma, quel personnage, hein, ce parcours fascinant entre deux cultures. Là, c'est pas un cliché, on est vraiment dans une vision intéressante du déracinement, du réenracinement et du retour, et comment cela peut créer une symbiose ou un échange extrêmement productif. Et ça, on va le voir aussi tout en parlant dans le film. Alors d'abord, peut-être à Jean-Michel, comment est venue l'idée du film? Est-ce que c'est la rencontre avec Joëlma ou c'est parce que vous-même, vous allez souvent au fin fond de la forêt amazonienne? Moi, ma première rencontre avec l'Amazonie, c'était en 2001 au Pérou, à l'occasion d'un film documentaire que j'avais réalisé sur le chamanisme amazonien à l'époque et le début justement de la mode du chamanisme amazonien. Et après, effectivement, c'est par la rencontre, les premières venues des Unique Queens en France. C'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Joëlma. Et donc, suite à cette rencontre et aussi ces rencontres, avec Maxime, on a eu l'envie d'aller plus loin, de réaliser un film, et donc on l'a proposé à Joëlma, et c'est comme ça qu'est née l'idée du film. Et ce qu'on trouvait très intéressant, c'était justement le fait que ben, les Indiens d'Amazonie, enfin les Uniquins, aujourd'hui se tournent aussi vers les Occidentaux, et donc il y a eu ces premiers festivals qui ont démarré il y a à peu près 5-6 ans, et donc leur venue aussi en France.
Et du coup, aussi le lien avec Joëlma, ce qui nous intéressait aussi, c'était effectivement ce thème du déracinement, la double culture. Et je crois aussi voir aussi comment aujourd'hui les traditions évoluent face à la modernité aussi. Oui, Ouais. Maxime, donc un tournage quand même compliqué quand on est au fin fond de l'Amazonie, et puis bon, en France, c'est évidemment un peu plus simple. Comment ça s'est passé le tournage? Il y a beaucoup de jours de tournage, c'était compliqué d'aller au fin fond de ces tribus-là. Je rappelle simplement qu'on est, ce qu'on voit sur le tableau d'ailleurs en portugais, là, Osinhos de Acre, on est au fin fond de l'état d'Acre, donc en fait tout à fait à l'ouest de l'Amazonie, pas très très loin, on va dire, de la chaîne andine. Donc comment ça s'est passé pour le tournage? Mais pour le tournage, on est parti un mois. Ça a duré environ un mois. C'est-à-dire que on est arrivé au début pendant le festival. Donc on était une dizaine de Français on était parti avec Joëlma, Jean-François, son mari, qui est là aussi. Et donc pendant cette première semaine, voilà, alors au début j'étais tout seul, donc je suivais le festival, les festivaliers. Et après, on a eu plus de temps avec Jean-Michel pour vraiment rencontrer les habitants de Kaosho et aller un peu plus profondément aussi dans leur culture, dans leurs mythes, dans leur manière de vivre. Et donc, comme vous l'avez dit, on a tourné avec de la pudeur et c'était grâce aussi à un matériel assez léger. On était assez petits, on ne s'est pas imposé, on essayait d'embrasser le plus possible leur culture sans trop s'imposer. Donc voilà, ça a duré un mois. C'était euh, à la fois long et court, trop court. Mais voilà, et après, on a suivi aussi Joëlma, parce que le film se déroule en Amazonie, mais aussi en France. On l'a suivi sur environ un an, donc dans ses activités aussi en France, où elle fait de la cuisine, elle appelle ça de la cuisine intuitive, et ce qui est une manière pour elle un peu de relier déjà ces deux cultures. C'est-à-dire que c'est une cuisine d'Amazonie qu'elle fait instinctivement, mais qu'elle diffuse et qu'elle fait rayonner déjà ces cultures d'Amazonie en France. Donc voilà, ça a duré un an en tout et un mois en Amazonie. Alors, je dis quand même pour les spectateurs qu'un mois, par les temps qui courent, c'est énorme parce que malheureusement, les chaînes et les sociétés de production sont contraintes de réduire pour des questions de budget donc les tournages. Donc un mois, on ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Et on sent à travers votre matière ce qu'on appelle les rushs qu'on rapporte. Et après, il faut trier. C'est une autre cuisine intuitive. C'est compliqué et je pense que Maxime est d'accord. Alors, un mot peut-être à Jean-François, l'absence de votre épouse. Enfin, l'absence, elle est là-bas. On attend évidemment son débarquement par l'aéroport de Roissy ou de Toulouse, Blagnac très rapidement d'un instant à l'autre. Non, mais en tout cas, heureusement qu'on a une liaison téléphonique. Et quel personnage, votre épouse, hein, vraiment, ce qu'elle raconte, voilà, c'est Ngueros qui arrive. Enfin, c'est pas tellement les ouvriers du latex, c'est plutôt les gros producteurs qui sont derrière, la grand-mère qui est tuée pratiquement sous ses yeux, le village incendié, cette dépossession, elle parle bien de dépossession si j'ai bonne mémoire. Quel personnage, hein, et combative malgré tout. Oui, et puis quelle culture que j'adore. Bon, c'est vrai qu'elle redécouvre aussi sa culture et c'est vrai que l'accompagnement avec le documentaire a été très, très riche. Ça l'a poussé aussi à aller un petit peu plus loin. Et c'est vrai elle a une force qui m'impressionne toujours. Et c'est vrai que déjà, à travers la cuisine, elle faisait déjà ce lien. C'est pour ça qu'on était associé de Sol Semilia, un restaurant bio-végétarien, une marque de super aliments, donc d'aliments d'Amérique du Sud, qu'on trouve en Amazonie. Et ça l'a reconnecté déjà à ses racines. Et là, avec voilà, cette rencontre avec ce peuple Uniquin qui est venu en France, bon, c'était super. Et c'est vrai que, comme tu le disais, Olivier, bon, c'est beaucoup de dédication parce que le travail qu'ont fait Jean-Michel et Maxime, voilà, passer un mois en Amazonie, c'est des heures et des heures de rush. Je me rappelle, je disais à Maxime, attention, parce que plus tu filmes, plus tu vas passer du temps à des rochers, même si j'en ai pas l'expérience. Et après, tout le suivi, en effet, en France, bon, c'est vrai que c'est un véritable support. Et moi-même, bon, j'ai beaucoup appris parce que nous, en Europe, on a nos idées préconçues. On imagine les Indiens à moitié nus, avec que des vêtements traditionnels au fin fond de la forêt. Mais non, ils sont près des villes.
ils ont les mêmes défis qu'on a. Comment on gère la technologie, comment on gère notre tradition. Bon, nous, souvent, on a perdu notre tradition. Eux, ils arrivent à la maintenir et c'est magnifique. Mais ils ont aussi voilà, ces envies de matériel, la société moderne, capitaliste, qui fait rêver, qui les absorbe. Et ça, on ne peut pas les empêcher. Mais voilà, c'est un peu ce que soulève le documentaire. C'est vrai que moi, je n'avais pas imaginé que ces gens ont été esclaves, qu'il y a eu toute une domination euh, des colons. Bah, l'histoire du Brésil, elle est incroyable, hein, mais comme l'histoire de tous les peuples indigènes. Et là, récemment, on était avec un des leaders, Ninawa Paidamata, un des leaders du peuple Uniquin, et on est en train de préparer avec le cercle des unions ancestrales qui organise le festival de chamanisme en France, une demande auprès de l'UNESCO pour qu'il y ait une valorisation des terres indigènes au Brésil, mais ailleurs aussi. Enfin, en tout cas, il parle pour les terres des Indiens du Brésil, que les terres soient vraiment reconnues comme patrimoine de l'humanité et qu'on puisse arrêter, en tout cas, sanctionner les invasions constantes pour l'exploitation des minéraux, du bois, etc. Ouais, parce que Eux, le, oui. le patrimoine, c'est intéressant justement, parce qu'il y a des patrimoines matériels, on va dire, de l'humanité, sous la diligence de l'UNESCO. Et puis après, depuis une vingtaine d'années à peu près, les patrimoines immatériels. Le chant fait partie, la place Jamal Fna de Marrakech aussi, parce que c'est le lieu des conteurs, de l'oralité, etc. Et je trouve ça très fort parce que, alors, votre film le montre bien, Jean-Michel et Maxime, parce qu'il y a la dépossession, grosso modo, hein, ce que subissent les Indiens Uniquins, c'est ce que subissent beaucoup de ces 400 tribus amérindiennes Mm. en Amérique, hein, du nord et du sud, hein, de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, la Tierra del Fuego. Et il y a eu une domination, effectivement, comme Jean-François l'évoquait, par le colonialisme, donc une domination coercitive. Puis aujourd'hui, on a presque l'impression que c'est la mondialisation et l'évangélisation qui arrivent à la colonisation par d'autres moyens. Donc ça, c'est montré subtilement. Alors, je ne sais plus qui le dit, d'ailleurs, je crois que c'est le cacique ou l'enseignant. Je ne sais plus, c'est Kazinawa, mais en tout cas, l'évangélisation, je vais y arriver, ça marche parce que, voilà, nous, les Uniquins, comme d'autres tribus amérindiennes, nous sommes accueillants, on accepte l'autre. Ça, c'est un grand danger, Jean-Michel. Oui, effectivement, c'est ce que Joëma a souligné dans le film. La grande tolérance vis-à-vis des églises, et c'est très net parce que quand on était à Kaosho, dans le village, tous les soirs, juste à 50 mètres de l'endroit où on dormait, il y avait donc l'église, c'est une église évangélique, et tous les soirs, le gars vient, il met de la musique et des chants très fort, tout le monde l'entend, et ça dure 1 à 2 heures et personne ne lui dit rien, quoi. Et c'est vraiment, enfin moi, ça m'a choqué, quoi, de voir que quelqu'un pouvait se permettre de diffuser dans le village sans que personne ne lui dise rien. Et je crois que le problème en Amérique du Sud, c'est pas qu'au Brésil, mais dans beaucoup de pays aujourd'hui, c'est effectivement toutes les églises évangéliques et qui font une véritable colonisation dans tous les villages. Et c'est vrai que ça représente une vraie menace. Oui, tout à fait. Je l'ai vu au Brésil. Il faut souligner qu'au Brésil, il y a 25% des députés du Parlement qui sont liés, mais liés presque vénalement, hein, souvent commercialement, entre guillemets, en tout cas soutenus par les évangélistes américains. Et je l'ai vu au fin fond de l'Amazonie, Brésil, Suriname et même Guyane, où les villages et chercheurs d'or qui vont de Rio en Rio. Quand on n'a plus d'or, au bout de 3 mois, ben, on part ailleurs, on part à 3-4 jours de marche de là. Et les pasteurs les suivent, et il faut qu'il y ait de l'or, évidemment, il faut qu'il y ait de l'essence, un peu de nourriture, donc l'épicerie du coin, et puis bien sûr l'église. Donc, alors justement, ça, c'était Joëlma qui parlait, et j'ai beaucoup aimé aussi, alors c'est Maxime ou comme vous voulez, hein, ou Jean-Michel qui répond, sur, on ne suis pas aperçu, je l'ai vu au deuxième visionnage, votre film n'a pas de voix off. Alors bien sûr, Joëlma est un personnage extraordinaire, mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas évident de faire un film sans narration. Je le précise pour les spectateurs, la voix off, c'est le commentaire, et c'est vrai qu'avec un commentaire ou 3 commentaires de 20 secondes, on plante dans le décor énormément de choses historiquement, géographiquement, etc. Là, il n'y en a pas.
et je trouve ça très fort. Est-ce que c'était difficile de vouloir tourner ainsi, alors l'un ou l'autre, hein, Maxime ou Jean-Michel, de faire un film sans voix off? Et bravo encore une fois, hein, c'est une prouesse. Ouais, c'est vrai que c'était un choix à la base de ne pas avoir de voix off, donc d'être plus dans un esprit de documentaire d'auteur. Alors c'est vrai que ça a été un gros travail pour arriver à faire une trame juste avec la parole de Joëlma. Mais en même temps, voilà, ne pas avoir de voix off, c'est aussi laisser plus d'interprétation possible, plus se mettre en retrait en tant qu'occidental, en tant que français, de plus se mettre en retrait par rapport à cette culture. Et le film, quand on le préparait, on le pensait comme un peu un journal intime de Joëlma, que la caméra serait là un peu tout le temps avec elle, qu'on l'accompagnerait. Et donc, voilà, c'est dans cet esprit-là qu'on a tourné le film. Et donc, on n'a pas préféré pas mettre de voix off, qui aurait été utile, par exemple, pour rappeler des faits. Mais c'était pas un film tant sur les faits, tant sur les histoires. C'est plus voilà, un film, un portrait de cette femme et un portrait de cette culture aussi qui est dit par les personnes concernées et non pas par une voix qui engloberait tout ça. Ouais. Bravo encore une fois, parce que c'est pas évident, hein. Il faut beaucoup, beaucoup de rush et un sens du montage, mais aussi en amont, un sens du tournage, qui est de la réalisation, donc, hein, qui est pas évident, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est rentré à Paris, à Berlin ou à New York pour monter un film, bah, ce qui est dans la boîte est dans la boîte. Et je trouve que c'était très bien structuré. Alors, je reviens un petit peu au patrimoine immatériel. Nous sommes dans la forêt d'Amazonie. La forêt d'Amazonie, c'est 5 millions de kilomètres carrés partagés sur 8 États, on va dire, dont la France avec la Guyane française. Donc l'Union européenne a un bout de cette plus grande forêt tropicale du monde. Je sais que certains n'aiment pas qu'on dise que c'est le poumon de la planète, mais en tout cas, c'est l'un des poumons de la planète. Et on déforeste, alors ça dépend qui est le président, on va dire, au Brésil, mais très souvent on déforeste à hauteur de 20 000 km². Hein, c'est la Belgique ou presque la Belgique chaque année. Et ce que j'ai aimé dans le film aussi, pour revenir un petit peu au plan serré, c'est qu'on débute par le chant et on finit par le chant. Et quand vous débutez le film par le chant, patrimoine immatériel, là aussi, on ouvre sur la forêt. Et la forêt, c'est un autre patrimoine immatériel. Évidemment, c'est notre respiration, notre poumon, etc. Mais en même temps, pour les Amérindiens, hein, pour tous les Amérindiens, on va dire, de l'Amazonie, sur les 5 millions de kilomètres carrés, c'est aussi la forêt des ancêtres, c'est bien sûr l'ère de la chasse, c'est la possession qui n'est pas une vraie possession au sens cadastral du terme. En tout cas, c'est là, évidemment, on vit et on se reproduit, enfin, au sens ethnique du terme. Et puis, il y a le côté, comment dirais-je, l'arbre qui cristallise l'esprit des ancêtres. Et ça, c'est un autre patrimoine immatériel qui est en train de disparaître. Alors, je vais peut-être poser la question à ce moment-là à Jean-Michel, hein, donc à Jean-François, pardon, le mari donc, de Joëlma, qui n'est pas là. Ce passage à la forêt qu'on dépossède, le regard de Joëlma qui découvre que bah, finalement, c'est une ville maintenant où elle était passée auparavant, c'est quand même grave pour les Amérindiens. Alors, on n'a plus Jean-François, donc le mari de Joëlma. Bah, je peux poser la question à Jean-Michel à ce moment-là sur la Ouais, structuration de la forêt. ce qui est impressionnant, et je crois qu'on se rend compte quand on va là-bas, c'est que les Uniquins, ils ont une relation très très profonde avec la forêt, qui est non seulement matérielle, mais qui est surtout spirituelle. Et que pour eux, le plus important, c'est effectivement cette spiritualité, c'est-à-dire cette relation, c'est l'animisme, hein, avec les esprits de la forêt, et qu'ils ont un respect énorme pour cette forêt. Il y a des arbres qui sont sacrés, et donc jamais on n'irait couper ces arbres. Donc ils ont toute une relation qui est très profonde, à la fois spirituelle et aussi au niveau de leur médecine. Ce qu'on entrevoit dans le film, c'est qu'ils ont une connaissance extraordinaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup d'associations disent que les Indiens, ce sont eux les seuls qui peuvent préserver la forêt parce qu'ils ont cette expérience depuis tout le temps et cette connaissance profonde de la forêt. Et que ce qui est important, c'est de reconnaître justement leur place et leur expérience de cette forêt pour la protéger. Et c'est vrai que rien qu'en savoir médical, par exemple, les Uniquins, on entrevoit, hein, dans le film, on voit cette guérisseuse, ils ont une connaissance incroyable qui a souvent malheureusement été exploitée aussi par les laboratoires qui envoyaient beaucoup de personnes pour essayer de recueillir
ces plantes et en faire des molécules qu'ils allaient après breveter. Oui, je crois que préserver la forêt, c'est aussi reconnaître et préserver le savoir de tous ces peuples. Oui. C'est ce qui devrait nous toucher aussi. Mais le problème, c'est qu'actuellement, la forêt, c'est un enjeu agroéconomique au Brésil. Et avec Bolsonaro, depuis 2 ans, on voit que la situation se dégrade énormément. 10 000 km² de forêt disparaissent chaque année depuis 2018, soit 43% de plus. C'est énorme. Et tout ça, c'est pour la culture du soja, de l'huile de palme, beaucoup l'élevage bovin. Ça, dans la région de Rio Branco, c'est très net. L'élevage bovin et aussi les ressources minières. Ils ont même trouvé du pétrole donc, dans le nord de l'Acre. Donc, malheureusement, la situation est plutôt critique depuis 2 ans. Parce que celui qui gouverne l'État d'Acre, c'est un pro-Bolsonaro, parce que Bolsonaro a fait un de ses meilleurs scores dans cette région. Donc, on déforeste pour tout ce que vous disiez, les ressources minières, les ressources agricoles, l'élevage, et bien sûr, on construit des routes, les villes arrivent, évidemment, les Indiens sont des peuples. J'ai des questions, hein, et allez-y, vous, les spectateurs, n'hésitez pas. Jean-Michel, Maxime et Jean-François sont là pour vous répondre. D'abord, si on a Joëlma, je vois qu'on est en lien avec elle ou pas? Oui. Bonjour Joëlma, est-ce que vous nous entendez? Ah, on t'entend pas, Jo. Bonjour, on n'a pas le son parce qu'il y a une question justement pour vous tout de suite. Et si vous m'entendez, faites-moi signe, sinon on va attendre 2-3 minutes. C'était une question de Chris. Comment s'est passé votre premier contact lors de votre retour dans votre village? Qui vous a accueilli? Si vous m'entendez, Joëlma, sinon on peut poser la question à Jean-François. Ou encore, le temps qu'on trouve une meilleure connexion, je vais passer à la question suivante. Je signale aussi que nous avons sur l'onglet qui est en haut de votre site, hein, le site terredailleurs.kinow, hein, qui est la plateforme qui nous permet de visionner les films. Vous avez donc l'onglet librairie qui permet d'acheter les livres des différents intervenants, voire les DVD aussi. Et en l'occurrence, pour les livres, notre partenaire, donc, c'est la librairie Ombre Blanche à Toulouse, qui a rouvert hier, mais c'est très bien aussi de le faire par notre plateforme avec un cliquer et délivrer avec le délai de livraison. Vous voyez, c'est très très simple. Vous regardez la liste des ouvrages et vous n'avez plus qu'à commander. Je crois que Joëlma n'est pas encore tout à fait connecté, mais c'est pas grave. Alors, une question plus générale, encore une fois, plan large, c'est important. Et Jean-Michel y a répondu en partie, mais je vais la poser aussi à Maxime. Quel est l'impact des nouvelles technologies et la mondialisation sur les jeunes générations, donc sous-entendu d'Amérindiens et de Uniquin en particulier? C'est vrai que ça nous a assez marqué quand on est arrivé là-bas de voir que effectivement ce mythe, comme disait Jean-François, de l'Indien nu au fin fond de la forêt, c'est un mythe effectivement, et les Uniquin à Caoutchouc sont très loin de ça. C'est-à-dire que les technologies sont là, il y a la télévision, il y a les téléphones, Internet. Encore une fois, c'est libre à chacun d'utiliser ces outils pour renforcer la tradition ou pour, au contraire, faire venir encore plus la culture occidentale dans les villages. Et à Caoutchouc, je pense c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'ils sont tous sur Facebook, sur Internet, ils se prennent en photo, mais il y a beaucoup de photos qui sont prises lors des cérémonies et qui sont mises en valeur grâce à ça. Il y a quand même beaucoup de vidéos sur YouTube où il y a des chants traditionnels qui sont diffusés. Et ça, c'est des bonnes choses. C'est-à-dire que la technologie n'est pas un mal en soi, c'est un outil. Et donc, si l'intention est bonne, et en l'occurrence, dans ce village à Caoutchouc, c'est un village qui est passé par des moments très difficiles où ils ont vu l'arrivée des Blancs pour exploiter la forêt, ils ont perdu complètement leur culture, il y en a qui ont dû fuir. Et depuis des années maintenant, une dizaine d'années, une vingtaine d'années, l'objectif dans le village est de récupérer cette culture, de revenir à cette culture. Et je crois que la technologie n'est pas un mal en soi, parce que ça permet aussi de se connecter à d'autres Indiens qui sont à d'autres endroits et d'échanger
un savoir qui est traditionnel. Voilà, c'est en gros ce qu'on nous a dit là-bas et ce qu'on a vu là-bas. Ouais. Alors moi, je l'ai vu aussi avec certains Amérindiens, les tribus Wayana, Wayanga, au Brésil, au Suriname et en Guyane française, qui utilisent justement les techniques de communication pour faire valoir leurs droits et pour communiquer. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi, Joëlma, est-ce que vous nous entendez, Joëlma? Wendia, bonjour. Non, on ne nous entend pas, c'est dommage. J'ai des questions pour vous et en tout cas, je pense que Jean-François pourra lui communiquer toutes ces questions, mais en tout cas, bravo. Et c'est vrai que Jean-François parlait tout à l'heure de cuisine Ouais. intuitive, aussi une cuisine de transmission, comme le dit Joëlma elle-même, et il y a tous les savoirs, on va dire, traditionnels, l'artisanat, la médecine que vous évoquiez à l'instant, et le reste, et peut-être que les moyens de communication peuvent passer par là. Et alors, Joëlma parlait aussi de ce, j'avais noté la semaine dernière, ce besoin de collaborer, d'échanger, en fait, communiquer entre nous, les autres tribus, les autres nations, on va dire, du peuple amérindien, et c'est extrêmement important. Alors, peut-être que Jean-François pourra répondre à ces questions. Comment Oui. a-t-elle été accueillie donc, dans son village, d'une part, et puis je vais la coller à une autre question, puisqu'elle ne nous entend plus, la Joëlma. En revenant pour la première fois, ça c'est une question de Sophie, est-ce que Joëlma a retrouvé des personnes qu'elle a reconnues de son enfance? Est-ce que Jean-François peut nous répondre là-dessus en l'attente du son de Joëlma? Oui, c'est vrai que c'était bon, très fort, beaucoup d'émotions. J'étais avec elle voilà, quand elle est retournée là-bas pour la première fois. Elle n'a pas vraiment reconnu des personnes parce que c'est des gens qui sont assez nomades. Et en fait, la population du village s'est restructurée. Et c'est souvent restructuré puisque dans les années 85-90, il y a eu vraiment une démarcation, donc une reconnaissance des terres. Alors, une démarcation, ça veut dire qu'on attribue l'usage des terres aux peuples indigènes, mais ils n'en ont pas la propriété. Donc ça, c'est aussi un danger pour eux, puisqu'ils ne sont pas vraiment chez eux. Donc, en fait, il y a toujours cette recherche, c'est-à-dire que en discutant, il y a quelques personnes qui se rappellent de sa maman. Voilà. Mais elle-même, c'était pas vraiment au même endroit, en fait. L'espace de Cauche, exactement. Et c'est vrai que, de manière même généralement, les Indiens, ils ont toujours été assez aussi. Avant, ils étaient nomades. Hein. C'est-à-dire qu'ils allaient d'une zone, ils ouvraient une clairière dans laquelle ils faisaient le village, ils se nourrissaient de ce qu'il y avait autour. Et puis à un moment, ils repartaient encore ailleurs. Donc là, il y a eu une sédentarisation avec la démarcation des terres. Et donc, une difficulté voilà, de reconnecter, puisque Joëlma est partie vraiment très, très jeune. Hein, donc, c'est vrai que c'est très puissant de reconnecter avec les chants, avec la langue, avec ces personnages comme Maspin, notamment, qui la relie beaucoup à sa maman. D'accord. Et donc, oui, c'est bien dit dans le film, c'était la 3e fois qu'elle retournait. Et alors, ce besoin, c'est ce qu'elle dit elle-même, de créer des alliances, qui est un très beau projet. C'est fantastique, hein, par la danse, les coutumes, qui ne sont pas les mêmes, évidemment, la langue non plus, même s'il y a des groupes, on le voit d'ailleurs sur le panneau de l'enseignant, hein, les groupes des différentes langues de la région, surtout de l'État d'Acre. Et en tout cas, c'est très beau de pouvoir enseigner, de pouvoir pérenniser cette transmission, c'est magnifique. Alors, il y a une question également que je vais peut-être poser à ce moment-là à Jean-Michel. Est-ce qu'il y a un risque, c'est une question de mode, est-ce qu'il y a un risque que les Uniquins soient expropriés de leurs terres? Alors Jean-François en a un petit peu parlé aussi avec cette question de bail amphithéotique, hein, c'est-à-dire que les Uniquins ont des terres sans être propriétaires pour certaines d'entre elles. Et quelle est la relation entre les services de l'État brésilien et les chefs traditionnels Uniquins? On peut peut-être parler à ce moment-là, Jean-Michel, de la FUNAI, la Fédération pour les indigènes. Voilà. Justement, juste pour rappeler ce qu'a dit Jean-François, qui est très important, la démarcation des terres, ça ne veut pas dire la propriété. Donc, ça veut dire qu'ils ont l'usufruit de ces terres, mais les terres appartiennent au gouvernement brésilien. Alors ça date de la colonisation, et c'est un des problèmes principaux pour eux. C'est du moment où le pouvoir politique décide d'attribuer des terres aux Indiens, et il peut très bien changer 5 ans après ou 10 ans après et dire que ça devient des terres agricoles, par exemple. Donc, il y a un organisme qui s'appelle la FUNAI qui est chargé de la protection de cela. Le problème, d'après ce que j'ai compris récemment, c'est que effectivement
À la FUNAI, il y avait un certain nombre de leaders indigènes, et depuis l'élection de Bolsonaro, il n'y en a quasiment plus. Donc la FUNAI, en 2 ans, a perdu énormément de son pouvoir. Alors, en plus, à l'origine, elle était rattachée au ministère de la Justice, et Bolsonaro l'a attribuée au ministère de l'Agriculture, sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Alors, apparemment, suite à des manifestations, c'est revenu au ministère de la Justice. Mais ce que ça veut dire concrètement, c'est que effectivement, les terres indigènes représentent 13% des terres au Brésil, et qu'il y a énormément de pression actuelle pour récupérer ces terres, pour en faire de l'élevage bovin notamment. Donc les Indiens essaient de se protéger. Alors il y a eu un cas, je ne me rappelle plus dans quelle région, ah ben voilà, Joëlma, où ils ont pu obtenir une révision du statut, mais la situation, elle reste très difficile. D'accord. Joëlma, vous Et nous juste pour entendez ou pas? On vous voit en tout cas. J'espère que vous nous entendez. On a plein de questions pour vous. On a encore quelques Oui, oui. minutes. Vous pouvez nous répondre ou pas? Oui, vous m'entendez? Oui, 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 bonjour. Je suis désolée parce qu'en fait, j'ai un petit problème de connexion Internet. Oui, mais là, je vous entends très bien. D'accord. Bon, on a fait plein de compliments sur le film et encore bravo à vous tous, à toute l'équipe, hein, non seulement aux 2 réalisateurs et cadreurs, mais aussi à vous, parce qu'il y a, outre votre présence, hein, il y a un très beau discours, je trouve. Alors, on a déjà posé la question, c'était le 3e retour. Est-ce qu'à chaque fois, c'est un choc le retour, ou est-ce qu'il y a vraiment une sorte de symbiose entre vos deux terres, on va dire, d'adoption? Est-ce qu'il y a un choc de culture? Oui, ben je Comment commence ça se par fait pour cette… vous de revenir à Caoutchouc dans la région à chaque fois? On voit bien qu'il y a une transformation, etc. Oui, bien sûr, et qu'il y a une grande transformation à chaque fois. Mais il y a aussi une symbiose. Alors pour moi, le choc de culture, c'est en fait, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus la perte de la tradition. Avec les échanges de monde moderne, c'est très difficile. Et en même temps, c'est extraordinaire pour moi parce que si je parle vraiment avec mon âme, avec mon cœur, je suis vraiment, je peux me dire, je peux dire que je me sens vraiment bénie de faire partie de cette tradition, de cette culture. Mais à la fois, je suis heureuse et je suis triste parce que je vois que c'est très sensible et de plus en plus, ça se perd. D'accord. Et vous, alors, ce qui est extraordinaire, c'est avec cette cuisine intuitive, cette cuisine d'échange, cette cuisine finalement de symbiose. Et il se trouve que je connais votre restaurant. J'y suis allé il y a un petit moment avec des amis. Là, je vous ai acheté du cacao. Je vous recommande les fèves de cacao. Peut-être qu'on pourra donner sur le site d'ailleurs le nom de votre école de cuisine et de votre restaurant. C'est à Paris, près du canal Saint-Martin. Donc, je suis ravi de vous voir. En tout cas, j'étais conquis par déjà votre discours sans vous rencontrer. Je vous ai peut-être croisé, je ne me rappelle pas. C'était l'an dernier. Mais en tout cas, ce qui est beau, c'est que dans ce film, on a d'une part toute cette réappropriation, grâce à vous en particulier, des savoirs traditionnels, la cuisine en l'occurrence, mais il y a la danse, on l'a vu avec la langue, avec l'enseignant, la médecine traditionnelle. Et puis, deuxièmement, il y a le regard. Moi, on n'a peut-être pas encore tout à fait parlé tout à l'heure, mais ce discours sur le déracinement, et je sais que c'était violent pour vous, tout ce que vous racontez avec ce qui s'est passé à Caoutchouc et aux alentours avec les Seringueros, et puis votre grand-mère et le village brûlé, etc. Et en même temps, comment il y a au-delà de ce choc des cultures, vous rentrez, vous revenez, vous essayez d'établir des ponts, c'est-à-dire ce que votre exil, si c'est un exil, ou votre séjour en France, s'il est provisoire, peut apporter au peuple amérindien. C'est ça que vous voulez démontrer, donc, ce côté, oui, symbiose, ce mélange, on va dire. Alors, exil, je pense pas que je me suis exilée parce qu'il y a eu, je peux raconter, je peux écrire un livre aussi sur l'histoire de ma vie parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées entre ce période de temps. Donc, ce que je parlais dans le documentaire Rausch, c'est pas ça.
Pardon, je suis désolée parce que j'ai un petit problème de connexion. On vous entend bien, nous, hein, c'est très très bien. Et alors, je vais vous poser la question de manière un peu plus générale, c'est vous utilisez d'ailleurs ce très beau terme, il faut créer des alliances, en fait, ouvrir la culture, et vous utilisez aussi le terme spirituellement, pas que, mais aussi spirituellement. Je trouve ça très beau parce que ça permet aussi, non seulement avec votre regard, mais aussi entre les différentes nations indiennes, ou les tribus en tout cas d'Acre, mais aussi ailleurs, hein, parce que la problématique est la même, en fait, la dépossession que Jean-Michel a évoquée, la déforestation que Maxime aussi a relatée. Non, vous nous entendez, bah, c'est pas grave. Bah, à ce moment-là, si, je vous entends, je vous entends très bien. Juste, j'ai aussi une question plus large sur cet échange, on va dire, ces alliances entre les tribus. C'est important pour vous? Alors, pour moi, c'est très important, bien sûr, l'échange. En fait, c'est, tu sais, les liens, faire les ponts, comme je disais comme je parlais dans le documentaire. Je pense que c'est, pour moi, je trouve que c'est vraiment vital, et aussi pour eux, pour le peuple Runicuim, parce que c'est aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, au Brésil, avec le gouvernement, on est en pleine politique, là, au Brésil, mais pour parler de tisser les liens et des ponts, comme je fais avec mon compagnon, c'est important parce qu'ils ont vraiment besoin non seulement de l'aspect de l'aide des gens qui viennent, parce qu'en fait, c'est quand on s'organise pour aller dans le village, il y a quand même une économie qui rentre, autant pour les femmes, autant pour les enfants, autant pour les autres villages. C'est leur manière d'acheter parfois la nourriture. Et je parle de la nourriture parce qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup de villages qui, en fait, on a tellement coupé, on a tellement planté aussi, on a tellement exploité les sols qui, en fait, c'est très difficile pour certains villages de que la manioc, elle pousse, tout simplement, parlons de simplement le basique, la nourriture, quoi. Donc, je pense que c'est important de tisser les liens dans cet aspect-là. Et bien, spirituellement, c'est aussi extraordinaire parce que, en fait, le peuple Runicuim, il y a une tradition, notre peuple, il y a une tradition extraordinaire, autant à parler de la tradition des plantes, des médecines, parce qu'en fait, ils disent qu'on est les derniers gardiens de la forêt amazonienne, mais aussi par rapport à la connaissance des anciens, des femmes, les anciens, les hommes, les anciens, les hommes et les femmes anciennes. C'est extraordinaire de pouvoir échanger, en fait, de pouvoir, quand ils se déplacent, ils ramènent avec eux toute une magnifique palette de couleurs, de traditions. Et bien voilà, parler de la tradition assez ouvertement, quand on les voit, on sait très bien qu'on parle de spiritualité, mais on parle aussi d'autres aspects. Il y a un cri de secours aussi pour le monde, de leur dire, s'il vous plaît, aidez-nous, parce que si on est là aussi, c'est pour qu'en fait, vous voyez que la forêt, elle en a besoin d'engagement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, très bien, absolument. Puis on parlait tout à l'heure aussi avec Jean-Michel et Maxime, mais aussi Jean-François, de la forêt aussi comme patrimoine immatériel. Hein, c'est plus que la bibliothèque, c'est les mânes, donc les esprits des ancêtres. Tel esprit est incarné dans cet arbre, etc. Alors justement, c'est un petit peu relié au film qu'on a projeté hier sur le Mustang, le royaume de la lumière, parce que les Amchis, qui sont des médecins traditionnels tibétains à 4000, 5000 mètres, perpétue un savoir tibétain qui est totalement éradiqué côté chinois par la Chine et par la répression chinoise, d'une vieille médecine traditionnelle. Alors justement, c'est très bien développé. Je pense que dans le film, ça va bien avec la cuisine, hein, qui est plus qu'une cuisine. Hein, c'est la cuisine intuitive, la cuisine de communication, du savoir, et puis le besoin d'échanger. Mais j'ai une question justement de Chris qui demande, lorsque vous évoquiez les labos tout à l'heure, qui exploitent les arbres, ça c'est Jean-Michel qui en parlait pour leur propre intérêt. Alors je pose la question à Joëlma, est-ce qu'il y a un projet de réappropriation de cette pharmacopée traditionnelle, donc de la médecine artisanale des Runicuim, par l'enseignement, par l'école? Bien sûr, il y a, dans le caoutchouc, oui, il y a, parce qu'en fait, nos frères Nui Ninawa, ils sont chercheurs de la tradition.
autant ils parlent le portugais, ils sont professeurs en portugais dans le village. Et justement, le fait de faire des recherches, des recherches dans le sens d'aller un peu plus profondément à rechercher la tradition, la langue, et à pouvoir écrire et parler, à enseigner les enfants dans l'école. C'est aussi un pas géant de pouvoir aussi communiquer, de parler aussi en portugais, parce que c'est aussi important qu'ils parlent en portugais, qu'ils puissent aussi exprimer aussi dans la langue du pays. Il y a beaucoup en fait, des jardins botaniques dans les villages, ce qu'on appelle en fait le paget, l'homme médecine, la femme médecine, qui portent en eux toute cette tradition et cette connaissance de la nature, des esprits des plantes. Ils savent, donc ils nomment déjà dans certains villages, juste en se baladant comme ça, ils savent que telle plante c'est pour le cœur, telle plante c'est pour les reins, telle plante ça va purger. Et ça ensuite, voilà, ils savent très bien comment faire. Donc, oui, donc il y a cette extraordinaire recherche sur les plantes qui, je prie vraiment pour qu'en fait, le grand esprit de la nature préserve ça intact chez les anciens. Chez les anciens. Voilà, chez les anciens. Par contre, il y a aussi un réel problème, à mon sens, c'est parce que le peuple Hunnicuin, dans le temps, notre peuple, on était nomades, donc on se déplaçait, on restait sur place peut-être un an et demi. Et après, on était un peuple qui bougeait beaucoup, vous voyez, on était nomades. Donc le fait qu'aujourd'hui, avec l'histoire de démarcation de terre, tout ce qui se passe depuis longtemps, hein, parce que ça vient depuis longtemps. Donc, il y a certains villages qui restent vraiment fixes. Là, il y a un problème. Oui, alors on a parlé de spiritualité dans le film, et bravo, hein, parce que c'est pas évident en 52 minutes de parler, de mettre tout ça sans voix off non plus, hein, sans narration, sans commentaire. En tout cas, on sent bien votre message à vous, Joëlma, mais aussi le message des Hunnicuins. Et j'ai été très sensible aussi aux propos de l'enseignant. Alors, il parle en portugais, effectivement, mais en même temps, c'est la langue vernaculaire, la langue de communication, et ça permet aussi d'enseigner indirectement, puis directement la langue des Hunnicuins, et qui s'appelle le Aksakuin. Voilà, c'est ça, absolument. Oui, c'est le Hanchakuin. Ouais. C'est la langue de tissu, pano. On appelle en portugais pano. C'est la langue de tissu. C'est comme un tissu. Donc, on parle cette langue. C'est une langue d'un tronc linguistique de 8, 10, 15 langues dans l'état de l'Acre. Oui, d'accord, très bien. On a encore quelques instants, mais très peu. Moi, j'aimerais revenir au propos du film, hein, donc avec Jean-Michel et Maxime. Encore une fois, bravo, parce que c'est un très beau film qu'on pourra revoir jusqu'au 10 décembre sur la plateforme Kinow, donc Terre d'ailleurs, que vous avez bien sûr ici en référence. Et alors, on parlait à l'instant, là, justement, des patrimoines immatériels. Joëlma a parlé avec beaucoup d'éloquence de spiritualité, de médecine traditionnelle, outre la cuisine, hein, ça fait partie des savoirs ancestraux qu'il ne faut pas perdre, qu'il faut savoir transmettre aux jeunes de Hunnicuin, mais aussi des autres tribus, mais aussi pour nous, hein, pour le public, les spectateurs. Vous, finalement, est-ce que vous êtes optimiste de manière générale par rapport à ces populations amérindiennes en Amazonie? Est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce que le fait de pouvoir montrer, dénoncer, de dire aussi qu'il y a une déforestation, ça participe d'une sorte d'engagement ou de révolte? Alors, je pose peut-être la question à Jean-Michel d'abord. Oui, en fait, quand on avait décidé de faire ce film, il y avait aussi justement le côté optimiste qui nous intéressait, de voir qu'il y avait une nouvelle génération, donc Nui Ninawa, donc qui parlent langue portugaise, qui ont été à l'université, qui enseignent leur tradition. Et on se disait que ça, avec les nouveaux outils justement dont on parlait, en tout cas, le futur, c'était de trouver justement un juste équilibre entre les outils et la technologie et les savoirs traditionnels. Et pour ça, Kaosho semblait être un village un peu exemplaire. Maintenant, ce qui moi,
m'a fait un peu redescendre, évidemment, c'est le changement en 2018, quoi. Mais je pense que le futur, c'est effectivement passera par des gens comme Nui, Ninawa et tous ceux, ou Joëlma, tous ceux qui peuvent communiquer sur ces traditions, les faire connaître, et comme l'a dit Joëlma, surtout développer l'alliance. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde est beaucoup plus global, et du coup, il faut réfléchir en termes de liens entre cultures pour pouvoir se soutenir et justement sauvegarder ces savoirs traditionnels. Ouais, c'est un très beau terme, hein, créer des alliances, ouvrir la culture. Alors, je passe la parole à Maxime, puis on reviendra à vous, Joëlma. Je rappelle que Joëlma Merci beaucoup. est au Brésil, hein. Merci encore d'être avec nous, malgré ces problèmes de connexion, mais c'est génial, on vous entend très bien, c'est super. Donc, Maxime, Merci beaucoup. caméraman, mais vous intéressez aussi à l'ethnologie. Moi, ce qui me rend aussi positif, parce que bon, je trouve que j'ai vécu en Amazonie, au fin fond de la forêt aussi, et c'est dramatique pour les Amérindiens, effectivement, mais il y a quand même ce nouveau regard. Alors, d'abord, grâce à vous et pardon, je suis peut-être un peu trop dans l'emphase, mais ça me rappelle les films de Jean Rouch, le grand ethnologue. Et puis, deuxièmement, le regard ou la nouvelle école des ethnologues français, je pense à Philippe Descola, dont j'ai été l'étudiant par ailleurs, qui est le digne héritier, on va dire, de Lévi-Strauss. Et lui, grosso modo, il dit qu'après avoir eu une école d'ethnologie neutre, entre guillemets, observatrice, et ensuite, deuxième étape, participante, maintenant, il y a une troisième étape, il faut rentrer dans la culture totale du peuple qu'on va étudier. Donc, si je vais étudier les Jivaros, comme Philippe Descola, il faut être un peu chaman, il faut croire dans leur tradition. Est-ce que pour vous, Maxime, qui vous intéressez à l'ethnologie, outre le fait de montrer des films, de le réaliser, ça, c'est un message d'espoir pour les peuples traditionnels? J'ai envie de réagir un peu de la même manière que Jean-Michel, c'est-à-dire qu'on était assez optimiste et assez heureux de voir des initiatives comme il y a eu à Kaohsiung. Mais voilà, nous, le film, on l'a tourné en juillet 2018 et un mois plus tard, Bolsonaro était élu président. Et ça a quand même vraiment, vraiment changé la donne parce que simplement l'économie et l'exploitation de la forêt passent quand même un peu avant tout. Voilà, en revanche, je pense que le fait de transmettre un savoir, ce film, j'espère que c'est un peu une petite pierre aussi à un édifice énorme où il y a aussi des échanges culturels. On a vu Raoni qui est venu, David Kopenawa qui était venu aussi lors de l'exposition à Paris. Je pense que c'est voilà, c'est à force d'échanges comme ça. On le voit aussi avec Nue Ninawa qui viennent faire des tournées en France et qui viennent créer des alliances un petit peu partout. Déjà, le fait de se faire connaître, le fait d'en discuter, le fait de se renseigner, le fait de savoir ce qui rime avec déforestation. Déforestation, ce n'est pas simplement du végétal, c'est aussi tout le patrimoine immatériel dont vous avez parlé, c'est la vie de personnes, c'est une culture. On vient tous de cette culture-là aussi, en osmose, en harmonie avec la nature, et ça, on le perd complètement. Et donc, j'ai envie d'être optimiste en espérant que l'humilité puisse gagner un maximum de Merci. nos Ouais, concitoyens et partout dans le monde. très beau message. Et Très bien. Merci Maxime, hein, c'est un très, très beau apprendre des message. peuples premiers parce qu'ils ont un savoir. D'accord. Merci beaucoup. J'ai laissé la parole à Joëlma en direct du Brésil, hein, à Sao Paulo. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la remarque du cacique des Wikis, enfin l'un des caciques, l'un des chefs, hein, Kazinawa, qui dit grosso modo, nous ne voulons pas changer notre culture, nous voulons la renforcer. Ça, c'est un cri, c'est une révolte. Alors, Joëlma, c'est un peu la conclusion que vous allez nous faire. Vous y croyez, ça, le renforcement de la culture des Uniquins, mais c'est aussi valable pour plein d'autres tribus amérindiennes. Oui, bien sûr, je crois, mais je crois vraiment, je crois 100% que oui. Euh, c'est possible et on a besoin de renforcer la tradition, la culture, dans un sens où les échanges sont très, 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 très subtils. Et les échanges, quand je parle des échanges, c'est quand on va là-bas avec des groupes pour soutenir. Euh, Au même temps, comment faire, il y a un équilibre très fragile au même temps parce qu'on sait très bien qu'en ramenant les personnes, ils regardent, ils sont très, très ouverts. Mais c'est un peuple très ouvert, donc tout leur parle, ils sont d'une sensibilité extraordinaire. Donc, effectivement,
là-dedans, il faut que ça soit vraiment très cohérent et équilibré. Mais je pense que si je peux me permettre avec mon compagnon, ce qu'on fait dans nos échanges et dans tisser les liens comme ça, c'est justement parler avec les gens qui sont avec nous, autour de nous, pour échanger d'une façon digne, d'une façon juste, d'une façon honnête avec eux, en sachant que quand on est vraiment en contact avec ce peuple, les peuples anciens de la forêt, en sachant que la tradition, elle bouge et elle bouge de plus en plus, mais en sachant vraiment qu'aujourd'hui, on est surtout aujourd'hui, mon Dieu, comment c'est important de renforcer les traditions, de renforcer les cultures. Parce que moi, là, je parle vraiment avec mon âme, avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qui se passe par rapport à cette pandémie, par rapport à cette envie de couper vraiment la tradition, les traditions. Ce que je ressens, j'ai l'impression, quand je parle avec les anciens de mon peuple, les femmes et les hommes, les anciens, c'est les femmes anciennes et les hommes anciens, c'est comme si il y a quelque chose partout dans le monde qu'on a envie on n'a pas envie, les personnes qui ont les grands pouvoirs n'ont pas envie de voir les traditions. Et sûrement, c'est pas que aujourd'hui, ça vient il y a longtemps, déjà avec la colonisation. Mais en parlant de renforcement, je suis 100% sûre que oui, il faut être conscient et oui, il faut les aider à renforcer la tradition. Je parle des gens qui sont conscients de ça. Et c'est possible. Merci Joëlma, qui parle avec son âme, on l'a bien compris, en direct du Brésil. Merci pour ce beau film à vous trois, non seulement pour la réalisation, hein, vraiment je m'en fais l'avocat et je le défendrai ailleurs s'il le faut, mais aussi par le propos, grâce à vous Joëlma, mais aussi par tout ce qu'il y a derrière, ce que vous représentez non seulement les Onikwin, mais je pense aussi beaucoup d'autres tribus amérindiennes. Et puis troisièmement, merci pour ce message d'espoir, parce qu'on sent qu'avec l'engagement, une sorte de révolte militante et on peut encore faire beaucoup de choses. Voilà. Merci aussi au festival d'avoir accueilli ce film. Je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve dans un quart d'heure, on a un peu débordé le temps d'antenne comme on dit, mais c'était passionnant. On se retrouve à 16h pour le film El Chepe, donc les carnets de route mexicains. Merci beaucoup et continuez comme ça. Beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt, merci beaucoup. Merci Maxime, merci à Jean-Michel, merci à vous. Merci.